La vie en mer était dure pour les pirates, et non, pas seulement à cause des combats, des tempêtes ou des poursuites incessantes. L'un des ennemis les plus silencieux et constants était la nourriture avariée. Car avant les réfrigérateurs, avant les conserves scellées ou les aliments déshydratés, conserver de la nourriture sur un navire pendant des semaines, voire des mois, était une bataille quotidienne que les pirates perdaient bien souvent. Quand on pense aux pirates, on imagine des canons, des cartes au trésor et du rhum. Mais on pense rarement à quelque chose de bien plus urgent. Comment gardaient-ils la nourriture fraîche en naviguant si longtemps? La réponse est simple. Ils ne le faisaient pas, du moins pas comme on pourrait l'imaginer. Pour commencer, les navires pirates n'avaient pas de cuisine telle que nous les concevons aujourd'hui. Ils avaient une zone appelée le foyer, généralement construit en briques ou en métal et situé près du pont. On y cuisinait au feu ouvert, ce qui était extrêmement dangereux sur un bateau en bois. C'est pourquoi, bien souvent, ils ne l'utilisaient même pas en pleine navigation. Cuisiner était un luxe qu'ils ne s'autorisaient que lorsque la mer était calme ou lorsqu'ils jetaient l'ancre près d'une côte. Alors, que mangeaient-ils? Dans les premiers jours de chaque voyage, les pirates consommaient du pain, de la viande salée, du poisson séché, des fruits et quelques légumes. Mais tout cela s'épuisait très vite. En une semaine à peine, le pain commençait à se couvrir de moisissures. Les fruits pourrissaient sous la chaleur tropicale et la viande mal conservée dégageait une puanteur insupportable. C'est là que commençait la véritable histoire de survie. L'un des aliments les plus communs à bord était le biscuit dur, aussi appelé biscuit de mer. Ce n'était pas un biscuit comme nous le connaissons, mais une sorte de pain sec, cuit plusieurs fois jusqu'à devenir aussi dur qu'une pierre. L'idée était d'éliminer toute l'humidité pour éviter la pourriture. Ces biscuits pouvaient durer des mois. Mais il y avait un problème. Avec le temps, ils se remplissaient d'insectes. Oui, de vers, de larves et de petits coléoptères. Les pirates, comme les marins de l'époque, savaient qu'il n'y avait aucun moyen de les éviter. C'est pourquoi, avant de les manger, ils frappèrent les biscuits avec le manche de leur couteau pour en faire sortir les insectes. Certains les trempaient dans de l'eau ou du rhum pour les ramollir. D'autres les mangeaient tels quels, avec les insectes. Un autre aliment clé était la viande salée. Les morceaux de bœuf ou de porc étaient recouverts de grandes quantités de sel, placés dans des tonneaux et stockés. Le sel empêchait les bactéries de se reproduire, ce qui ralentissait la décomposition, mais le goût était presque insupportable. Certains disaient que la viande était si salée qu'elle laissait la bouche sèche pendant des heures. Et bien souvent, en ouvrant les tonneaux, l'odeur était si fétide qu'ils préféraient la jeter à la mer. Il en allait de même pour le poisson séché. Les pirates pêchaient quand ils le pouvaient et séchaient souvent le poisson au soleil, suspendu aux cordes ou aux rambardes du navire. Une fois sec, il était rangé dans des sacs. Durs, salés, pleins d'arêtes, mais au moins comestibles. Mais rien de tout cela ne garantissait une bonne santé. En réalité, le scorbut était le véritable tueur des mers. Cette maladie, causée par le manque de vitamine C, provoquait des gencives sanglantes, la perte des dents, une fatigue extrême et, finalement, la mort. Pendant des siècles, des milliers de marins moururent faute d'accès à des fruits frais. Les pirates le savaient, et bien qu'ils n'en comprissent pas la cause exacte, ils remarquaient que les agrumes aidaient. C'est pourquoi, lorsqu'ils pillaient un port, ce qu'ils cherchaient en premier, avant l'or ou le rhum, c'était des citrons, des oranges et des citrons verts. Quand ils le pouvaient, ils remplissaient des tonneaux de jus de citron mélangés à de l'eau ou du rhum. Cela leur donnait quelques jours de protection contre le scorbut. Une autre ressource importante était le vinaigre. Non seulement il servait à conserver certains aliments comme les cornichons ou les oignons, mais aussi de désinfectant. Certains pirates rinçaient les tonneaux avec du vinaigre pour tuer les bactéries avant de les réutiliser. Et quand l'eau douce commençait à manquer, la situation devenait critique. L'eau stockée dans les tonneaux tournait souvent au vert, avec des algues flottantes et un goût de bois rance. Mais comme ils n'avaient pas d'autre choix, les pirates buvèrent cette eau. Parfois, ils la mélangeaient avec du rhum pour en masquer le goût. D'autres fois, ils chauffaient des pierres au rouge et les jetaient dans le tonneau pour la purifier à la vapeur. C'est pourquoi le rhum n'était pas seulement une boisson pour s'enivrer, c'était aussi un moyen de stabiliser l'eau, de tuer les microbes et de maintenir le moral. Certains équipages mélangeaient eau, sucre et rhum pour créer une boisson appelée grog, moins désagréable que l'eau seule et qui aidait à éviter la déshydratation. Mais il y avait autre chose, quelque chose que peu racontent. Dans de nombreux navires pirates,
existait une réserve secrète, connue seulement du capitaine et de son cuisinier. On y gardait les derniers aliments frais, quelques oignons, un peu d'ail, peut-être une courge ou un petit sac de riz sec. Ces ingrédients étaient réservés aux jours les plus sombres ou comme récompense après une bonne bataille. Et lorsque tout le reste échouait, les pirates recouraient à ce qui ne se disait jamais à voix haute. Manger des rats, oui. Les rats abondaient sur les navires, se cachaient dans les tonneaux, se reproduisaient rapidement et rongeaient tout ce qu'ils trouvaient. Mais dans les moments de désespoir, ils devenaient de la viande. On les attrapait avec des pièges improvisés, ou même au couteau. On les cuisait à feu doux, on les salait ou on les faisait bouillir dans de l'eau trouble, et on les mangeait, car en mer survivre était plus important que le dégoût. Tout cela démontre une vérité brutale. La vie des pirates n'était pas seulement pillage et liberté, mais un exercice constant d'adaptation. Chaque aliment, chaque gorgée d'eau, chaque bouchée dure comme la pierre faisait partie d'une lutte quotidienne contre la faim, la maladie et la mort. Le séchage au soleil connaissait des résultats très variables. Dans des conditions idéales, environ 8 morceaux de viande sur 10 se séchaient correctement. Mais s'il survenait 2 jours humides ou une pluie surprise, ce chiffre pouvait chuter plus vite qu'une ancre dans des eaux peu profondes. C'est pourquoi les pirates apprirent à parier prudemment, séchant de plus petits lots plus souvent au lieu de risquer tout leur stock alimentaire en une seule grande session. Le climat pouvait être imprévisible et ils ne pouvaient se permettre de perdre des semaines de nourriture d'un seul coup. Un autre avantage inattendu du séchage au soleil était que la nourriture devenait plus légère et plus facile à stocker. 100 livres de viande fraîche pouvaient se réduire à seulement 20 livres une fois séchée, sans perdre trop de valeur nutritionnelle. Sur un navire où l'espace valait plus qu'un coffre rempli d'or, c'était un atout énorme. Cependant, le soleil n'était pas toujours de leur côté. Quand les nuages dominèrent le ciel, quand la pluie persistait pendant des jours ou quand les vents marins apportaient une humidité constante, le séchage au soleil n'était pas une option viable. C'est alors qu'apparaissait une autre méthode, le saumurage. Oui, les pirates consacraient un effort surprenant au marinage des aliments. Pratiquement tout ce qui pouvait tenir dans un tonneau pouvait être conservé dans de la saumure ou du vinaigre. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter que la nourriture pourrisse, mais bien de rester en vie en mer. Et le plus curieux, c'est que le saumurage pirate sauva, sans le vouloir, d'innombrables vies. En marinant des oignons, de l'ail, des carottes ou même de petits morceaux de poisson, le processus préservait une partie de leurs nutriments essentiels, notamment la vitamine C, cruciale pour éviter le scorbut. Bien que les pirates ne comprissent pas la cause exacte de la maladie, ils remarquaient que les marins qui mangeaient des aliments marinés survivaient plus longtemps et souffrèrent moins. Les tonneaux de vinaigre et de saumure s'empilaient aux côtés de ceux d'eau et de poudre à canon. Non seulement ils aidaient à conserver les aliments, mais servaient aussi à désinfecter les blessures, à nettoyer les outils ou à rincer la bouche des marins quand l'eau commençait à tourner. Le vinaigre était littéralement un allié polyvalent. Mais conserver la nourriture ne suffisait pas. Il fallait aussi composer avec le manque d'ustensiles, d'assiettes et de temps pour cuisiner. C'est pourquoi de nombreux pirates se tournèrent vers des repas, tout en où la chaleur pouvait être étouffante en plein jour au milieu de l'océan. Des ragoûts bouillis directement dans un tonneau, avec ce qu'ils avaient sous la main. Sur certains navires, le cuisinier improvisait des chaudrons mobiles. Sur d'autres, il faisait simplement bouillir de l'eau dans des boîtes de conserve ou même de vieux casques. On y jetait de la viande sèche, une poignée de riz ou de lentilles, des oignons marinés et, avec un peu de chance, un morceau de graisse de porc. Le résultat était un mélange épais, salé, fumant, mais nutritif et surtout chaud. La chaleur pouvait être étouffante en plein jour au milieu de l'océan, mais la nuit, le froid s'infiltrait entre les planches de la coque. Un bol de soupe chaude pouvait faire la différence entre dormir et grelotter jusqu'à l'aube. Une autre astuce courante consistait à remplir des boyaux d'animaux avec du riz et de la graisse, à fabriquer de petites saucisses maison et à les suspendre pour les sécher au soleil. Ces charcuteries rustiques se mangeaient crues ou chauffées sur des braises improvisées dans des boîtes métalliques. Ce n'était pas de la gastronomie, mais ça faisait l'affaire. Certains navires pirates emmenèrent même des poules ou des chèvres vivantes à bord, surtout si le voyage devait être long. Les poules fournissaient des œufs frais pendant un temps, et les chèvres du lait. Lorsqu'elles ne produisaient plus, elles devenaient elles-mêmes de la nourriture. Cette méthode, bien que rudimentaire,
était l'une des rares façons d'avoir de la nourriture fraîche en mouvement. Mais le problème n'était pas seulement de conserver la nourriture, il fallait aussi la protéger. Les souris et les rats étaient une menace constante. Ils rongeaient les sacs, contaminaient les tonneaux et se multipliaient rapidement. C'est pourquoi de nombreux pirates élevaient des chats à bord, des animaux qui devinrent une partie vitale de l'équipage. Un bon chat chasseur pouvait sauver plus de nourriture qu'un cuisinier expérimenté. Et quand il n'y avait plus rien, la créativité devenait une nécessité. On trouve des récits de pirates qui fabriquaient du pain avec des algues séchées, émoulues, mélangées avec un peu d'eau et de sel. D'autres récoltaient des œufs d'oiseaux marins lorsqu'ils se trouvaient près d'îles, ou pêchaient des méduses qu'ils servaient avec du sel et du vinaigre. Tout était valable si cela permettait de survivre un jour de plus. Même le vieux cuir de ceinture ou de bottes était bouilli jusqu'à s'attendrir et mangé comme une soupe gélatineuse. Certains le mélangeaient à des cendres pour donner du goût. C'était une mesure désespérée, mais en haute mer, quand les ventres criaient famine et qu'aucune terre n'était en vue, tout ce qui ne tuait pas nourrissait. L'un des éléments les plus précieux à bord n'était pas une arme, ni une boussole, ni même une voile. C'était le tonneau de sel. Avec lui, on pouvait conserver la viande, le poisson, les légumes et même soigner des blessures. Certains pirates gardèrent le sel comme s'il s'agissait d'or. Et quand les réserves diminuaient, la première chose qu'ils faisaient en arrivant au port était d'en chercher davantage. Les plus rusés savaient que la véritable richesse n'était pas le trésor, mais l'approvisionnement alimentaire. Car un navire rempli d'or ne vaut rien si son équipage meurt de faim avant d'arriver à la maison. La cuisine pirate n'était pas une cuisine, c'était un champ de bataille contre la décomposition, une lutte constante contre le temps, le climat, les parasites et la maladie. Et ceux qui savaient conserver la nourriture vivaient plus longtemps, commandaient davantage et inspiraient plus de crainte. Conserver la nourriture n'était pas seulement une question de logistique. Pour les pirates, la nourriture était du pouvoir. Celui qui la contrôlait le moral, l'obéissance et, dans bien des cas, la survie même du navire. Le capitaine et son cuisinier le savaient mieux que quiconque. C'est pourquoi certains produits étaient stockés séparément, loin des yeux de l'équipage ordinaire. Ce n'était pas seulement pour des raisons de sécurité, mais une véritable arme stratégique. Quand les tensions montaient ou que les rations commençaient à manquer, sortir une poignée de riz, un peu de fruits secs ou un morceau de fromage bien gardé pouvait calmer une mutinerie avant qu'elle n'éclate. Car les mutineries ne commençaient pas toujours à cause de l'or mal réparti. Bien souvent, elles débutaient avec un morceau de viande avariée, un tonneau d'eau croupie ou une semaine entière à manger seulement des biscuits remplis de larves. Plus d'une fois, l'équipage se révolta non pas par avidité, mais par faim. Un exemple célèbre est la mutinerie du navire La Résistance Rouge, un bâtiment pirate actif dans les Caraïbes au XVIIe siècle. Le cuisinier avait servi de la viande salée qui croupissait dans des tonneaux depuis plus de 2 mois sans entretien. Plusieurs marins tombèrent malades, l'un d'eux mourut, et lorsqu'on découvrit que le capitaine mangeait du pain frais et des fruits volés dans un port récent, la colère explosa. La mutinerie fut sanglante. Le capitaine finit pendu à son propre mât, et le cuisinier jeté par-dessus bord. Mais tous les navires ne connaissaient pas le même destin. Les plus prospères étaient ceux qui savaient planifier chaque repas comme une manœuvre de guerre. Le cuisinier, loin d'être un personnage secondaire, valait autant qu'un canonnier ou qu'un guetteur. Il devait savoir combien de temps durerait le pain, quels aliments mélanger pour prolonger les rations et comment improviser lorsqu'il ne restait presque rien. Et ce n'était pas une tâche facile, car même les ingrédients de base étaient instables. Le riz, s'il n'était pas gardé au sec, se couvrait de moisissures. Le sel pouvait s'humidifier et perdre de son efficacité. Les légumineuses attiraient les charançons, et l'eau, si elle n'était pas changée de baril au bout d'un certain temps, se transformait en bouillon de bactéries. C'est pourquoi certains pirates plus ingénieux commencèrent à inventer leurs propres méthodes de conservation. L'une des plus curieuses était la fermentation contrôlée. Ils utilisaient des restes de fruits ou de légumes, les enfermaient dans des barils remplis d'eau salée et les laissaient fermenter pendant des semaines. Le résultat n'était pas toujours agréable au goût, mais il restait comestible. Et en mer, cela suffisait. Ils pratiquaient aussi le fumage, bien que cela demandât du temps et du bois. Certains navires plus grands possédaient de petites structures métalliques où l'on pouvait suspendre de la viande ou du poisson et les exposer à la fumée durant des heures. Cela ne leur donnait pas seulement du goût, mais les rendait également plus durables.
Certains allaient même jusqu'à expérimenter avec des graisses animales fondues, en enveloppant des morceaux de viande ou des racines dans du suif, puis en les entreposant dans des barils scellés. Ainsi, ils évitaient tout contact avec l'air. Cette technique rudimentaire annonçait déjà, des siècles plus tard, ce que seraient les méthodes de conservation sous vide. Et il ne faut pas oublier le sucre. Lorsque la chance leur souriait et qu'ils trouvaient de la canne à sucre ou du miel dans les ports des Caraïbes, les pirates l'utilisaient non seulement comme édulcorant, mais aussi comme conservateur. Des morceaux de fruits, des écorces de citron ou même du gingembre étaient recouverts de sucre et stockés dans de petits récipients. Cela ne prolongeait pas seulement leur durée de vie, mais aidait aussi à maintenir le moral lors des jours les plus sombres. Le sucre servait également à fabriquer de l'alcool improvisé. Mélangé à de l'eau, à des fruits trop mûrs et au temps, on obtenait une sorte d'eau-de-vie rudimentaire que certains buvaient et que d'autres utilisaient pour désinfecter les blessures. Tout cela avait une fonction plus profonde, éviter que la faim ne tue avant l'ennemi. Car en haute mer, la maladie n'arrivait pas toujours avec des balles ou des épées. Elle venait souvent en silence, sous forme de fièvre, de faiblesse ou de gencives saignantes annonçant l'arrivée du scorbut. Et lorsqu'un navire pirate manquait de vivres, aucune loi, aucun pacte, aucun serment ne suffisait à maintenir l'équipage uni. C'est pourquoi les capitaines les plus redoutés n'étaient pas seulement les plus violents ou les plus rusés. C'étaient ceux qui savaient garder leur équipage nourri, fort et obéissant. La nourriture, alors, n'était pas seulement une question de survie. C'était du pouvoir. Les cuisiniers pirates, loin d'être de simples assistants, étaient de véritables alchimistes de la faim. Avec de vieilles marmites, des couteaux ébréchés et un feu limité, ils forgeaient le carburant qui maintenait le navire en mouvement. Et chaque morceau de viande salée, chaque biscuit de mer frappé pour en chasser les insectes, chaque gorgée de rhum mélangée à une eau douteuse participait à un équilibre fragile. Une corde tendue qui séparait la vie de la mutinerie, la résistance de la folie. L'histoire des pirates ne s'est pas seulement écrite avec du sang et de l'acier. Elle s'est aussi écrite avec du sel, de la fumée, du vinaigre et du pain dur. À chaque voyage, à chaque pillage, à chaque combat, la nourriture était là, silencieuse, cachée dans des barils, protégée comme un trésor et souvent plus précieuse que l'or. Car au final, le plus grand ennemi des pirates n'était pas la marine royale, c'était la faim.